Vous avez déjà eu cette impression, un peu étrange en pleine consultation, qu'un patient se met à réagir comme un enfant? Ah oui, Ou, à l'inverse, se surprendre à faire un peu la morale à quelqu'un qui n'a pas suivi son traitement? Un peu comme un parent, quoi. totalement. Et ces moments-là, en fait, ils sont révélateurs. Ce qui se joue à cet instant, c'est pas juste une discussion technique, hein. Non, c'est plus profond. C'est ça, c'est une transaction humaine. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. On va se plonger dans l'analyse transactionnelle, l'AT comme on dit souvent, une théorie d'Éric Berne. Oui, Et pour nous guider, on s'appuie sur un extrait vraiment passionnant d'un texte de Gilles Besson. Le but, c'est de comprendre pourquoi cet outil, qui paraît un peu théorique, est en réalité incroyablement utile pour les soignants. hmm, L'auteur a une image que je trouve géniale. Il dit que l'AT permet de transformer le chaos des émotions en une carte géographique simple et universelle. c'est une très belle métaphore. Parce que le principe de base de l'analyse transactionnelle, il est presque déroutant de simplicité. Ah oui. Tout repose sur une idée clé, ce que Berne a appelé les états du moi. Les états du moi. Voilà. L'idée, c'est qu'à chaque instant, on communique, on interagit avec les autres à partir d'une de nos trois facettes de personnalité. D'accord, trois facettes. Parents, adultes, enfants. Bon, j'avoue, dit comme ça peut sembler un peu réducteur, non? C'est une excellente remarque. On ne risque pas de mettre les gens dans des petites cases. La complexité d'un humain dans trois boîtes, ça paraît, c'est le premier piège à éviter. Il ne faut pas du tout voir ça comme des étiquettes rigides, il faut plutôt les imaginer comme trois postures intérieures. D'accord. Trois systèmes de pensée, de sentiments, de comportement qu'on a tous en nous. Le génie de Berne, c'est d'avoir créé un modèle simple, non pas pour réduire la complexité, mais pour la rendre lisible. Pour la décoder en direct. Exactement. Prenons le premier état, par exemple, le parent. Le parent, j'imagine tout de suite la figure d'autorité, celui qui sait. C'est ça. L'état du moi parent, c'est notre disque dur interne, si on veut. On y a enregistré tout ce qui vient de nos figures d'autorité, nos parents bien sûr, mais aussi les profs, les mentors. D'accord. C'est la voix des normes, des jugements. Il peut être nourricier, celui qui protège, qui dit je vais m'occuper de vous, ou alors normatif, voire critique, celui qui dit il faut faire ça, ce n'est pas bien. Je vois très bien. C'est la posture du sachant, le médecin qui dit d'un ton un peu paternaliste. On va bien sûr le traitement, n'est-ce pas? Est en plein dans son état parent. Tout à fait. D'accord. Et le deuxième état, l'adulte. Alors lui, c'est l'ordinateur de bord. Il n'est pas dans l'émotion, pas dans les préjugés du passé, il est dans l'ici et maintenant. Logique et factuel. Voilà. Il analyse l'information de manière neutre. Une phrase typique de l'adulte, ce serait « Les résultats de votre analyse montrent une augmentation de 10%. Plusieurs options existent. » C'est factuel, sans aucune charge émotionnelle. L'ordinateur de bord, l'image est très parlante. C'est la partie de nous qui évalue la réalité. Et donc, logiquement, le troisième état, c'est l'enfant. L'enfant, c'est le cœur battant de notre personnalité. C'est le siège de toutes nos émotions, de la joie, la peur, la colère. Le côté spontané. Spontané, créatif, intuitif, c'est l'envie d'appuyer sur le gros bouton rouge où il est écrit « Ne pas toucher ». D'accord. Quand un patient dit « J'ai une peur bleue de cette opération » ou « C'est injuste que ça tombe sur moi », eh bien il parle depuis son état enfant, Ce qui est fou en vous écoutant, c'est qu'on passe de l'un à l'autre sans arrêt. tout le temps. Je peux être adulte en lisant un dossier, puis basculer en parent pour donner un conseil, et finir en enfant en râlant parce que l'imprimante est en panne. Le tout en 5 minutes. Précisément. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet pour le soin. Parce que la relation de soin, par nature, elle est asymétrique. Asymétrique. C'est-à-dire que le patient arrive en position de faiblesse. Exactement. Il est vulnérable, il souffre, il est inquiet. Il est donc très naturellement dans son état d'enfant. Et il cherche. Qu'est-ce qu'un enfant en détresse attend? Une figure parentale. Voilà. Quelqu'un qui sait, qui rassure, qui prend les choses en main. Le décor le planté. Le soignant est presque automatiquement projeté dans le rôle du parent. D'accord, le jeu de rôle est distribué d'avance, mais concrètement, une fois qu'on a conscience de ça, on en fait quoi? Comment on s'en sert pour mieux soigner? C'est là que l'AT devient une vraie boîte à outils. Le premier outil, c'est d'apprendre à repérer ce qu'on appelle les transactions croisées. Les transactions croisées. Une transaction, c'est un échange. Tant qu'elle est parallèle, la communication est fluide. Par exemple, le médecin en adulte demande « Où avez-vous mal ?» Le patient en adulte répond « J'ai mal ici ». Adulte, adulte, ça fonctionne. Et une transaction croisée, j'imagine que c'est quand ça déraille. C'est exactement ça.
La source donne un exemple très clair. Le médecin, depuis son état adulte, dit « Au vu des résultats, une intervention est à envisager ». Ok, il parle à l'adulte du patient. Il espère une réponse du type « D'accord, quels sont les risques ?» Mais le patient, paniqué, répond depuis son état enfant « Oh non, pas ça, j'ai trop peur !» Et là, La transaction est croisée. L'adulte a parlé à un adulte, mais c'est l'enfant qui a répondu. aux parents. Aux parents. Ah oui, là, la communication est bloquée. C'est fou. Je repense à plein de conversations qui ont heurté un mur. Et je comprends pourquoi maintenant. Les lignes étaient littéralement croisées. Voilà. Et si on identifie ce blocage, on peut utiliser le deuxième outil, reprendre le contrôle. L'objectif, c'est d'inviter le patient à rejoindre son propre état adulte. De l'aider à passer de l'émotion pure au fait. C'est ça. De passer de j'ai peur à ok, j'ai peur, mais expliquez-moi, pour que je puisse décider. C'est la base de l'alliance thérapeutique. On fait du patient un partenaire. On passe d'une relation verticale à une collaboration. Mais parfois, on est coincé dans une boucle, un dialogue de sourds où chaque solution est rejetée. Est-ce que l'AT a un nom pour ça? Absolument. C'est le troisième outil, éviter les jeux psychologiques. Les jeux psychologiques. Un jeu, au sens de l'AT, c'est une série de transactions qui a l'air normale en surface, mais qui cache un objectif différent. Et ça se termine toujours mal pour tout le monde. Donnez-moi un exemple. L'exemple classique, c'est le jeu du « oui mais ». Le patient expose un problème. Le soignant, en bon parent sauveur, propose une solution. Le patient répond « oui mais ça ne marchera pas parce que ». Ah, je connais ça. Le soignant propose autre chose. « Oui mais j'ai déjà essayé ». Après 3 ou 4 tours, le soignant est frustré et le patient a secrètement prouvé qu'on ne pouvait rien pour lui. C'est tellement ça. C'est perdant-perdant. On en ressort en se disant « ce patient est difficile » et lui se dit « ce soignant est incompétent ». Exactement. La T permet de voir le piège arriver. Au lieu de proposer une 5e solution, le soignant peut changer de niveau et dire, depuis son adulte, « Je vois que mes solutions ne vous conviennent pas. Qu'est-ce que vous envisageriez ?» Et ça casse le jeu. Ça renvoie la balle à l'adulte du patient. C'est puissant. C'est puissant, oui. Au-delà de désamorcer ces situations tendues, quel est le bénéfice à long terme? Est-ce que ça peut vraiment, par exemple, protéger du burn-out? C'est un des bénéfices majeurs cités dans la source. D'un côté, il y a ce que l'AT permet d'éviter. Et le premier point, c'est bien le burn-out du parent sauveur. Celui qui veut sauver tout le monde. Voilà, celui qui s'épuise à porter le fardeau émotionnel de tout le monde. Comprendre qu'on ne peut pas être le parent de tous ses patients, c'est libérateur. Et de l'autre côté? Ce que ça produit, une communication beaucoup plus efficace. La source très directe là-dessus, elle dit « quand 2 adultes discutent d'un traitement, l'observance explose ». Ah oui, quand même. C'est une affirmation forte. Mais c'est logique, en fait. Bah oui. Si le patient comprend, s'il se sent codécisionnaire, il n'est plus en train de subir un ordre, il est engagé dans un contrat. Vous avez tout résumé. Ce n'est plus une question de soumission, mais de partenariat. Et le plus beau, c'est que c'est un outil qu'on peut appliquer à la volée en direct. Une sorte d'auto-analyse rapide. C'est ça. Se surprendre à penser « Tiens, là, je suis en train de lui faire la morale, parent. Et si je revenais aux faits, adulte ?» Ce micro-ajustement peut tout changer. Du coup, si je suis la logique, l'objectif ultime pour un soignant, ce serait d'être dans son état adulte le plus souvent possible, pour rester factuel et éviter les pièges. Eh bien non. Et c'est peut-être l'idée la plus importante et la plus contre-intuitive de la source. Ah, d'accord. C'est l'erreur que beaucoup font. L'objectif n'est absolument pas de vivre en permanence dans l'état adulte. Ce serait D'accord. déshumanisant. L'idée n'est pas de devenir un robot. Surtout pas. L'objectif, c'est la flexibilité. C'est d'être capable de choisir consciemment l'état le plus adapté à la situation. Ok. Imaginez un patient qui vient de recevoir un diagnostic très grave. Il est effondré. Si vous lui parlez depuis votre adulte avec des statistiques, vous passez à côté de l'humain. Complètement. À ce moment-là, il n'a pas besoin d'un ordinateur. Il a besoin d'un parent nourricier qui va poser une main sur son épaule et lui dire « C'est un choc, on va traverser ça ensemble ». Donc savoir mobiliser son parent bienveillant, c'est une compétence clé. Une compétence essentielle. Et c'est pareil pour l'enfant libre. On pourrait penser qu'il faut le bannir du travail. Oui, on pourrait. Mais imaginez un kiné qui doit motiver une personne âgée. Un discours adulte sur la biomécanique, ça ne va pas marcher. En revanche, un peu d'humour,
un défi ludique. Ce qui vient de l'enfant libre. Exactement. Ça peut créer une complicité et une motivation bien plus forte. La compétence ultime, ce n'est pas d'être un bon adulte, c'est d'être un bon chef d'orchestre de ses propres états du moi. C'est une danse relationnelle, en fait. C'est ça. Le but, c'est de toujours créer des transactions parallèles, fluides, pour construire une relation de confiance. Vu comme ça, l'analyse transactionnelle, ce n'est pas qu'une technique de communication, c'est presque une philosophie du soin. Un décodeur qui nous rappelle que derrière la blouse et le pyjama d'hôpital, il y a juste deux êtres humains qui essayent de se connecter. C'est une très belle façon de le dire. Et ça nous amène à une pensée pour la suite. Une sorte d'exercice pratique que propose la source. J'écoute. L'invitation est simple. Observez les gens autour de vous. Essayez de deviner qui parle en ce moment, le parent, l'adulte ou l'enfant. C'est la première étape. Une nouvelle grille de lecture pour le quotidien. Très intéressant. Mais l'auteur ajoute tout de suite la question la plus cruciale, la plus difficile aussi. Qui est? Et surtout, qui répond en vous? Ah, Quand un patient exprime de la colère, qu'est-ce qui s'active en moi? Mon parent critique qui veut le remettre à sa place? Mon enfant qui a peur? Ou mon adulte qui peut prendre du recul et choisir la réponse la plus constructive? C'est dans ce miroir que se trouve le vrai pouvoir de l'outil. c'est une invitation à mieux se connaître pour mieux interagir. Une excellente façon, pour reprendre les mots de l'auteur, de garder l'adulte aux commandes. Mais seulement quand c'est à lui de tenir la barre.